Aujourd'hui, on est dans la deuxième étape de notre histoire Alors, quand j'ai intitulé le chapitre numéro 3, c'est la déterritorialisation, alors sortir des domaines de l'art, et pas seulement en sortant in situ comme Buren ou comme Pignon Ernest dans la rue, mais en allant sur de tout autre domaine et en écrivant le résumé d'aujourd'hui. Parce qu'hier, j'ai proposé une histoire du tag, qui n'est absolument pas dans l'histoire du tout, hein. Je pense qu'on peut aller plus loin encore. On va voir à nouveau la suite de cette histoire de graphe et le glissement vers le tag du glissement vers le graffiti. Puis on va voir le travail de Kessaring. Et puis on ira voir quelque chose qui est tout à fait passionnant, qui est encore moins aussi peu écrit que le tag, c'est celui de la danse et celui de la fringue, en fait. Parce que le fond d'écran qui me sert ici, avec Afrika Bambaataa, c'est une superposition invraisemblable de fringues, de jeux de superposition entre des cuirasses, des franges, des collants roses, des collants léopards, un jeu de mix. On a dit que les disjockeys avaient fait des samples, c'est-à-dire ils avaient pris un petit morceau qu'ils avaient collé avec un autre, avec un autre, avec un autre. On est quand même au cœur d'une procédure qui est la table de montage. La table de montage, c'est le surréalisme, les collages, découpages de Max Ernst. Et c'est l'association de plusieurs choses les unes avec les autres. Et du point de vue vêtements, là, on est au maxi, avec des tas d'éléments qui vont être intéressants à regarder. C'est à la fois parce que cette façon de faire est éphémère, clip, musique, danse, spectacle vivant, pose dans la rue, et que le travail du photographe Jamel Shabazz va permettre de garder la trace de ça, mais aussi parce qu'à différentes époques du hip-hop, alors c'est là où le terme va être compliqué, on met un peu dedans ce qu'on veut, mais on va voir qu'il y a des époques où il est assez festif, joyeux comme ça, il va devenir presque plus sportif à un moment donné, et puis dans les années 90, on en terminera sur ça, on terminera pas sur ça, mais on en terminera avec ce sujet, il va devenir ce qu'on appelle le gangsta rap, c'est-à-dire on se tire dessus, on fait mine, et puis il y en a un ou deux assassinés. C'est-à-dire que et c'est au début assez construit par les sociétés de production. On va arriver au look mafieux, à la... tiens, ça y est, De Niro, non, à la Tony Montana, comment il s'appelle? C'est le parrain absolu. Et puis on reviendra ensuite vers des éléments plus politisés dans les années 2000, avec le nom d'Afrika Bambaataa suffit à faire ça, l'enjeu politique des Afro-Américains qui avaient traversé, qui quelquefois se retrouvent dans certaines des créations, et puis quelquefois pas du tout. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet de découvrir des gens qu'on ne connaît pas du tout dans ce style et dans la danse, mais aussi de voir que, et c'est là où je voulais en venir dans cette présentation, on ne peut pas appeler ça une contre-culture parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si on cherchait un équivalent en culture de marge qui fabriquerait du vêtement, de la musique, de la danse, de l'éphémère et de la musique, du DJing, et puis une façon de chanter qui est nouvelle, on pourrait mettre la culture rock, qui a quand même créé tout un univers invraisemblable. On voit que le cuir n'est pas réservé qu'à la culture rock. On voit que cette façon de constituer des éléments de référence entre soi, l'école anglaise des cultural studies nous avait appris que dès qu'il y a un groupe de mecs qui commence, ou de filles qui commencent à avoir des valeurs communes, ça peut s'appeler une culture. Mais on a ici quelque chose qui entraîne tellement d'éléments qui n'entrent pas dans le monde de l'art savant, dans la culture officielle, que l'appeler hip-hop me semble presque une réduction, puisque avec le temps, et une étude à faire, tiens, j'ai un étudiant qui fait ça en mémoire, comment le hip-hop, ça finit par s'associer au quartier en difficulté, et que ceci est une opération politique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des quartiers afro-américains qui, à certaines époques, ne passent pas par cette culture-là. On a des hispaniques, on a en France, dans des banlieues pavillonnaires, des très bons créateurs de hip-hop. Donc on a quelque chose qui fabrique une sorte d'imagerie, et on verra que l'enjeu culturel est assez fort sur le sujet. Je reviens sur ma petite histoire d'hier rapidement. J'avais pas eu le temps de dire, de montrer ce petit sticker, ce que je trouve assez merveilleux. Le graffiti n'est pas le problème. Il y a quelque chose d'autre
que ces gens à la marge cherchent à montrer et on dit challenger, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à essayer de démontrer plus loin que ça. Et puis, on a essayé de regarder que le tag n'était pas qu'une dégradation. Je vous ai rappelé qu'il y avait le tag, c'était la signature. Les block letters, les throw-up, les flops, c'était des écritures. Voilà, quand on a des écritures en bulle, bubble, c'est déjà plus élaboré, plus long à faire, plus intéressant visuellement que le tag, même si j'y crois qu'il y a quelque chose dessus, des pièces et des fresques. Et puis, j'ai pas dit, et on peut pas non plus valoriser une pratique sans montrer les deux côtés. Voilà, ce qu'a fait Soak ici, ça s'appelle une punition, c'est-à-dire recouvrir la totalité. C'est pas fait pour des lignes c'est des sortes de lignes de punition à l'école, mais il s'agit de saccager en recouvrant complètement. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, si on oublie un instant la dégradation volontaire et qu'on le regarde comme un vocabulaire visuel, il y a un jeu de l'écriture et du rythme qu'on va retrouver dans le travail de John Wan plus tard que j'ai amorcé hier. Là, on va avoir des photographes, des revues qui vont inventorier tous ces tags et qui vont permettre à d'autres encore d'apprendre et de transférer jusqu'à aujourd'hui ce mouvement. Il y a des moments de creux à un moment donné, on va voir dans les années 90 pourquoi, sur une des premières conclusions, et puis ça va se réactiver à un moment donné. J'oublierais de le dire, mais si vous avez un vague souvenir en 84 d'une émission sur la une qui s'appelait Hip Hop, HIP, avec Sydney, c'est la première fois au monde qu'il y a une émission de télé dédiée à la culture hip-hop en général. Ça vient la productrice qui venait des États-Unis, qui a eu l'idée de la proposer en France. C'est, si je dis pas de bêtises, le premier présentateur noir à la télé en France. J'ai un doute, il faudrait vérifier. Et c'est ce qui fait, ça c'est pour que vous puissiez frimer en soirée quand elles reprendront, que la France est vraiment le second pays du hip-hop après les États-Unis, parce qu'il y a une culture très ancienne de passage entre les deux. Alors j'ai essayé de montrer que l'arrivée de moyens techniques différents, voilà, la célèbre Altona allait participer à. J'ai essayé de montrer que c'était coloré, vivant, et qu'il y avait tout un tas, on va les revoir rapidement, de signatures, de noms qui étaient un peu particulières. Et j'avais oublié exprès hier les débuts du tag qui sont tout à fait... J'aime bien commencer ça parce que souvent, quand je suis devant des jeunes gens à la fac qui aiment bien cette culture, parce que c'est quand même la culture majoritaire dans le monde, hein, quand on parle le rap a dépassé en termes de vente toutes les autres musiques, c'est que quand on aime cette culture-là, il y a une vraie trouvaille hein, de couleurs, de jeux, de formes, d'imbrication, ce qui me semble le plus intéressant, c'est vraiment ce rapport de vide et de plein qui fait qu'on ne sait plus trop comment lire hein, les lettres et qu'on a une espèce de forme qui me fait appeler l'intervention d'aujourd'hui l'image comme un signal en fait. C'est de l'écriture, c'est une image quand même et c'est une espèce de bubble et donc on est dans un univers visuel qui est vraiment pas attaché à quoi que ce soit. C'est pas tout à fait du graphisme, c'est pas tout à fait de la peinture. Il y a des voisinages avec le tatouage, il y a un jeu avec la surprise aussi, avec l'entre-soi pour que seuls ceux qui connaissent s'y retrouvent. Et donc, ce qui me fait sourire souvent, c'est que le hip-hop, le tag n'a pas commencé à New York, il a commencé à Philadelphie avec ce garçon en 67, qui s'appelle Cornbread, et l'histoire est à la fois très mignonne et puis à la fin est finie. Ça douche votre optimisme si vous avez aimé jusque-là, mais après on va se remettre à l'aimer. Cornbread se fait larguer par sa petite copine et son idée, c'est de mettre son nom partout dans la ville. Partout, partout, partout. À la fois parce qu'il en est triste, à la fois pour que sa copine pense à lui. Il va avoir cette idée d'une typo. Aujourd'hui, les ordinateurs fabriquent des typos de ce type-là, style graffiti, ce qui est devenu un code vraiment, visuellement un code péjoratif. Si vous faites une publicité avec ça, ça veut dire je m'adresse aux caïds dans les quartiers. Ben, moi, j'habite aux pyramides et je ne suis pas un caïd. Enfin, si, dans mon genre, excusez-moi du peu. Mais... Et là, là où il y a signal, c'est que non seulement il y a écriture, et que cette écriture, elle est inventée dans ces années-là, mais qu'en plus, il y a une petite couronne. Puisque vous avez compris aussi sans doute que dans l'idée, dans cette culture particulière,
J'hésite vraiment à l'appeler hip-hop, mais on va dire ça par facilité, qui regroupe la danse, le chant, la couleur, le, le graffiti. Et j'ajouterais quand même les fringues, moi, mais c'est cette idée de défi qui fait qu'on apprend en regardant les autres, qui fait qu'on apprend en copiant, mais aussi que dans sa naissance officielle en 77 dans les quartiers difficiles de New York, il y a l'idée de se défier plutôt que se battre. Défier en DJing, voilà, c'est le cinquième qui me manquait, au platine, en rappant, en dansant, et celui qui est humilié, entre guillemets, a perdu. Et les films qui vont commencer à diffuser cette culture en 82-84 vont être autour de ce défi. L'idée d'une culture par défi, c'est aussi intéressant parce que il y a quelque chose d'un rapport de force où le sexe intervient, c'est-à-dire garçon-fille, laisse pas traîner ton fils, l'âge plus jeune des participants, et puis cette idée de progresser ou de travailler à défier le reste. Ici, Cornbread n'est pas en train d'inventer ça, il est malheureux. Il est dans la ville en train d'écrire son nom partout avec une typo qui n'est pas du tout très travaillée, entre guillemets. Voilà, Cornbread est retiré. Donc, il va couvrir la ville de ça par dépit amoureux. Voilà, c'est le bon côté de l'histoire. Et puis, le flop, c'est le cas de le dire. Alors, on a très petites images. Cornbread existe toujours. On l'a retrouvé. Une sorte de légende, mais en même temps de légende aujourd'hui qui fait payer les articles qu'on fait sur lui. Alors, la chute, voilà, Cornbread, je suis Cornbread, je suis vivant, et, dit l'étudiant largué, parce que il a dépassé les bornes, il a été trop loin, personne parmi nous ne pourra le défendre. À force d'être malheureux et de taguer partout, Cornbread tague un éléphant dans le zoo. Alors, évidemment, là ça a l'air pas très respectueux et beaucoup plus vandale que la moyenne. Parce que quand on voit que les murs sont moches ou qu'on peint sur le sol, ben, on le comprend. Par contre, j'utilise cet exemple pour montrer aussi qu'il s'agit d'un moyen de communication, c'est-à-dire il s'agit de raconter quelque chose à l'espace public. Nous voici à New York, on a franchi un peu le pas. Celui qui a été longtemps présenté comme le créateur du tag, il s'appelle Taki 183, il est livreur, il met son nom complètement basiquement, il est d'origine grecque, si je ne dis pas de bêtises, et 183, ça doit être la rue dans laquelle il vit. On le retrouve sur des poteaux, on le retrouve surtout dans ce premier article du New York Times, qui commence à voir en 71 qu'il se passe quelque chose avec ce système de graffiti. Ce n'est pas seulement des tags où tout le monde met son nom pour dégrader l'endroit ou pour dire qu'il est passé par là. C'est aussi que là, il y a quelqu'un qui le fait vraiment systématiquement, qui le répand partout, partout, partout. Et puis, on a des choses qui sont vraiment toutes petites, que j'ai retrouvées assez difficilement. On a des traces américaine sur un groupe qui s'appelle Supercool de 72. Donc on est avant les graffeurs comme Dondi ou Sin que j'ai montré pris en photo par Chalfant. Ce qui m'intéresse quand on voit des photos, c'est qu'on voit que ça commence doucement. En fait, vous voyez déjà cette idée d'un remplissage et puis d'un trait autour qui viendrait plus ou moins bien le remplir. Et puis des étoiles à l'intérieur. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas seulement d'écriture, mais quelque chose qui a à voir entre l'ornement, l'écriture, la décoration et le jeu. Un collectif, le tout premier, qui s'appelle United Graffiti Artists, on est en 73, avec les gens dont on parle ici. Les voici en train de montrer leur toile, puisque le travail va être pas seulement... pour ces artistes, l'enjeu va être, puisqu'on est dans une culture, on va l'appeler outsider, hors du système, de comment montrer ce travail pour l'exposer, le diffuser. C'est comme ça que les trains arrivent, hein, plus que les murs ne bougent pas. Et voilà les Unity Graffiti Artists. On a un petit clin d'œil rapidement, une fille qui s'appelle Charmine65, qu'on va retrouver ici. On a un tag vraiment très très limité, qu'on retrouve deux autres filles dans le livre de Norman Mailer autour de la naissance du graffiti. On a Barbara62, Eva62. On a des traces qu'on peut découvrir dont on ne sait rien du tout. Barbara 62, on est vraiment dans le tag très très limité. On passe à ce que je vous disais hier, c'est-à-dire des constructions sur la totalité d'une rame de métro avec Sin. Et la deuxième partie du petit documentaire du monsieur Chalfant qui a inventé une technique pour prendre en photo les plaines
images de Cine d'abord avec des systèmes de photos montés, et puis il va s'acheter un grand angle, donc il va pouvoir prendre d'un seul tenant l'ensemble du travail. Et une petite remarque sur à la fois les styles de lettres, je voudrais mettre un dernier point là-dessus, et puis sur la précarité en fait de cette pratique. A wide lens. I was able to take, not to do my complicated process, and to take the car in one shot. I love the silver piece because the train is silver. So there's something really nice about the, alteration of the train surface without color, just using the 3D of the piece. Voilà, il y a une façon de qualifier les lettres, parce qu'il y a quand même des nuances et pas mal. Hein. Par exemple, le fait de travailler avec une peinture argentée sur des murs très poreux, c'est une des seules qui va être opaque. C'est une pratique, comme peintre, on sait toujours quel est son support et sur quoi on travaille, et qui va jouer avec la stylisation des lettres, selon les supports recouverts. And the shape of the letters to look like it's almost made out of the train itself. It looks like it was manufactured that way. Il y a l'effet de volume aussi avec le double noir qui est à l'intérieur. Vous voyez, le M a l'air brisé, mais il a l'air de bouger. Il y a une vraie énergie dans la façon dont les lettres s'emboîtent, se déboîtent. Elles ont l'air de glisser sur le train. On dirait elles ne suivent pas du tout. Vous remarquez qu'il y a des fenêtres, qu'il y a des portes. Et donc, faire un trait droit, ce n'est pas commode. Il s'agit vraiment que la lettre a l'air de prendre son autonomie en se décalant par rapport au fond noir, comme une ombre portée, avec un trait blanc qui le surligne. The 82 is not finished. So that's the other thing about writing graffiti is, you didn't always get to finish your car. It could move before you finished it. The police could come in a raid. Somebody could come into the tunnel who wanted to steal your paint or whatever, and often it happened that you didn't get to finish. It was like a performance piece. You couldn't, if you did this in the studio, you would tear it up and start over and say, okay, we'll do this a little smaller, and but you could only do it once when you were writing. Voilà, remarque tout à fait intéressante à la fois du danger auquel s'exposent les gens qui le pratiquent, mais aussi de la difficulté à pouvoir se projeter en fait pour réaliser l'ensemble. Donc on a dit Cine, on a dit Chuck 2 avec des types de lettres assez complexes. Celui-ci est de 2004, qui est très récent. On a parlé de Dandy et des débuts de la couleur forte. On n'a pas parlé des Fabulous Five qui vont, là c'est une copie, parce que si ce sujet vous intéresse et que vous voulez débuter doucement, il y a une bande dessinée de Ed Piskor qui retrace l'histoire du hip-hop, qui est une merveille. Et j'ai préféré cette petite case de l'album plutôt que la photo originale, parce que là, dans le mélange des cultures qu'on avait abordé avec Futura 2000, qui faisait du Pollock sans le savoir, on a des boîtes de soupe Campbell avec un de ces graffitis des Fabulous Five avec écrit dessus Dada Soup, Pop Soup, Fabulous Five Soup, c'est-à-dire un jeu de référence avec l'univers de Warhol et du pop art, bien plus simple, joyeux que des références complexes, mais assez élaboré dans le genre de références complexes, puisque Fabulous Five peut aussi peindre des Mickey. Il n'y a pas de hiérarchie en fait dans la valeur des images. C'est ça que je trouve tout à fait passionnant. Il y a des images, c'est tout moche, tout pourri, tout improvisé, tout simplifié. Oui, mais quand on crée sa culture soi-même par adéquation et porosité avec les autres, on fait des tas de trucs différents. Et puis petit à petit, c'est le défi et la valeur du groupe qui valorise telle ou telle forme. Et ça n'a pas de rapport tout à fait avec le marché de l'art et avec la création solitaire. Je vous ai aussi parlé de Martha Cooper, qui était avec Henri Chalfant, celle qui va faire des photos. Et j'ai pris plusieurs photos de Martha Cooper juste après. Voilà, Phase 2, qui est aussi un des pionniers. Ce livre qui les réunit tous les deux, Martha Cooper et Henri Chalfant, qui n'ont pas tout à fait la même façon de prendre des photos. Je trouvais que le travail de Martha Cooper montre davantage les gens, en fait, la vie autour de ce New York 78.
toute l'énergie de ces gamins qui jouent. Je vous signale que la porte est ouverte à droite. Hein. Voilà, la récupération de matelas pour faire des jeux, du dessin par terre en plein milieu des rues. On pourrait aujourd'hui mettre en un sens le New York de Scorsese de ces années-là. Voilà, la rigolade des copains qui font que dans certains quartiers pauvres, entre gamins, on n'est pas si triste que ça. Les débuts de certains petits graffeurs assez fiers d'eux, cahiers d'études. On s'entraîne en petit et après on peint en grand. Avec pas du tout le même support ni la même technique. Voilà, toujours Martha Cooper, avec Lee aussi, qui est un des plus anciens. Ce début du défi de la danse, qu'on retrouve un peu partout. Cette idée de la culture de rue avec la musique qui va se retrouver un peu partout. Cette culture de rue qu'on va retrouver dans les peintures de Basquiat bientôt. Vous voyez qu'il y a à la fois le travail des feutres et les albums de photos qui montrent tout l'ensemble du travail. Un peu de picolage pour s'encourager. Des images qui font penser à la merveilleuse... S'il y a un truc aussi à découvrir, c'est une émission sur la musique noire américaine qui s'appelle Soul Train, Sous le train, et dans lesquelles tous les grands artistes noirs américains, mais pas que noirs, mais aux États-Unis, la répartition par couleur est hélas une vieille histoire. Donc elle a très souvent sectorisé la pratique culturelle. Et dans cette émission, on voit souvent des graphismes, des visuels de ce type-là, toujours Martha Cooper, et voici Martha Cooper aujourd'hui qui a même un mur à elle. Un autre de leur livre Subway Art, et puis l'occasion pour moi de montrer des peintres qui sont finalement non seulement pas connus, elle s'appelle Lady Pink, on va la découvrir dans le film de 82 Beat Street, j'ai parlé de Basquiat dont on parlera demain qui part plutôt du trait et de l'écriture, que voici dans un clip avec Blondie tout au milieu et avec Fab Five Freddy, un peu le parrain du hip-hop sur la droite. Voilà, le travail de Lady Pink qui est à la fois des cahiers d'études avant de peindre sur les trains. Il y a peu de filles qui pratiquent dans ces endroits-là. La voici exposée avec Futura 2000, Lee Crash à la Clarfield Gallery. On est en 82. Voilà, à la fois Jean-Michel Basquiat et Lady Pink. Oui, on est dans les débuts de cette culture hip-hop avec ici une émission, un vidéo magazine qu'on verra demain puisque Warhol va être dans le coup dans ce lancement de magazine. Patty Astor dans le film également. Lady Pink, la voici à gauche. Lee Kinans à droite, qui est l'autre héros du film qu'on va voir dans 2 secondes. Le film Wild Style, qui est... il y a 2 films qui lancent la culture hip-hop dans le monde entier, qui vont être beaucoup, beaucoup vus à une époque où, pour s'imprégner, pas beaucoup de photos, que de l'argentique, enregistrer sur cassette vidéo, se leur passer en boucle, commencer à développer des magazines. Il n'y a pas encore de... Voilà, Lady Pink qui joue la petite amie de Lee Kinans dans le film Wild Style. Et pas beaucoup de systèmes pour diffuser cette culture, la faire connaître. Et avec, on va dire, la typo, vous allez bientôt être des spécialistes, la typo qu'on voit s'appelle la Wild Style, c'est-à-dire ça a l'air d'être un peu sauvage, le texte, il a l'air d'être lui aussi en volume superposé. Vous voyez, le Y passe devant le T, avec des ombres portées, avec un surlignage, alors le jaune, le blanc qui font un volume, le noir qui fait une ombre portée, le trait de noir qui était autour, et le rouge qui accentue encore plus l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une sorte de forme qui surjoue la forme tout le temps. Il y a une forme, puis une forme, puis une forme, puis une forme, on ne peut pas louper, qui est elle-même dans une explosion bleue, qui est sur un nuage orange, un peu la complémentaire. On ne peut pas voir autrement. Voilà, dans Wild Style, voilà Lee Kinans et Pink. Voilà Pink aujourd'hui, avec le type de... Là voilà, aujourd'hui vraiment, le type de peinture qu'elle va continuer à pratiquer. Ce sont des artistes qu'on voit encore un peu sur Internet, mais... qui ont participé à une sorte d'invention et qui ont totalement disparu. Vous pouvez peut-être me dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a des artistes qui naissent et qui disparaissent, hein, mais
ceux-là, on a même du mal à avoir des traces de leur travail. There's nothing more exciting than seeing your name roll by on a subway train. Not even seeing your pieces up on a beautiful museum wall or marbled gallery floors and everything is shining and crispy and clean. That's a nice feeling. That feels great. But when you see it rolling by on a subway train, it's ugly and dirty and loud as it comes roaring in and shaking. The doors open and with your name on it there, and people come in, people go out, and it interacts with the city and just hopefully livens up a little bit. Elle dit en partie que quand la porte s'ouvre et se ferme, il y a moyen de créer une espèce de mouvement en fait de la lettre qui avance et qui se rejoint à nouveau. Voilà, elle est revenue sur des choses qui sont autour de la peinture, vraiment sur toile, sur châssis, mais avec, c'est là où le terme que j'ai trouvé qui n'est pas fabuleux, mais pour le moment on va prendre ça, je dis la peinture comme un signal ou l'image comme un signal. On a des symboliques qui pourraient faire penser facilement à la peinture de Frida Kahlo, à la peinture de Rivera, mélangées à des codes de photos de mode ou de magazines télé ou de pop culture, une sorte de mix de culturel, mais à tous les niveaux possibles, qui font que j'ai l'impression que la pensée comme un signal, c'est-à-dire à la fois comme la concurrence de la publicité, la pensée comme quelque chose qui doit être frappant avant tout, et c'est là où il y a un point commun avec le muralisme mexicain, avec quelque chose de pédagogique en montrant l'histoire du Mexique aux plus pauvres qui n'auraient pas le temps de la lire dans les livres. Il y a une idée de signaler quelque chose en plus d'être un jeu contre la publicité. En 84, le deuxième film sur lequel je viens de passer, il s'appelle Beat Street. Et il y a un tout petit extrait qui est trop mignon. C'est tout simplement, ça nous rappelle justement ce qu'on vient de se dire là. C'est tout simplement que les jeunes gens qui ont peint sur le métro se précipitent au début du film pour voir le métro et le prendre. Merry Christmas, New York. Check it out, man. Island, Arizona. Oh, yeah. Fresh, man. Yo, get good pictures, man. I need it for my kid. You got it in focus? Hey, man, I know what I'm doing. Moan, my man, that is that. Right. That's the word, man. That's them. That's it, kid. Right, Raymond. Bring it alive. All right. Voilà, le plaisir de partager ça. J'ai parlé hier, ça ira plus vite, de Futura 2000 et de ses débuts en tant que tagger, vraiment, et puis le passage vers le throw-up, vers les lettres bubble est quelque chose de plus développé. J'ai aussi dit que à partir de sa signature comme une publicité de lui-même et de l'excitation de l'interdit, il va inventer une sorte de vocabulaire visuel. Voilà, il va travailler avec Dandy, avec Zephyr, Futura est avec eux. Avec le fait que lui va arriver, il va faire deux choses très étonnantes. Une chose vers l'art, c'est-à-dire qu'en transformant la culture du spray, de la vaporisation, de la lettre simplifiée vers l'abstraction, il va faire un lien vers ici, c'est Kandinsky qui est cité, mais évidemment la culture américaine, la peinture américaine de Pollock et toute la peinture abstraite américaine. Et puis dans l'autre sens, Futura 2000 va être intégré dans le réseau de l'art contemporain avec des expos dans des galeries avec Kessaring qu'on va voir tout de suite. J'ajoute à notre collection Dandy qui m'intéresse par cette capacité de faire des lettres qui sont elles aussi à la limite de la lecture, mais avec beaucoup plus de pointes, beaucoup plus de flèches aux extrémités, qui là aussi, si elles sont vues juste comme des écritures, c'est très difficile de les voir comme des images. On a vite fait de les voir que comme des écritures, comme une sorte de nom déposé, mais on a du mal, si on veut les qualifier ou les ranger quelque part, à savoir dans quelle partie on peut le faire. C'est pour ça que j'appelle ça signal, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans les livres d'histoire de l'art. Futura 2000 et puis son disque. Kessaring m'a aidé à percer, il m'a recommandé de nombreuses fois dans les galeries new-yorkaises. Le voici avec Kessaring. Le déclin que voici, il est simple. Eh bien,
L'aspect culturel des graffitis à New York se détériore jusqu'à l'extinction. Le déclin de l'écriture est dû à plusieurs facteurs. Les rues sont devenues plus dangereuses en raison de l'épidémie de crack naissante. La législation en cours rend les pénalités pour les graffeurs plus sévères et les restrictions sur la vente et l'étalage de peinture ont rendu difficile le transport du matériel. Et la brigade anti-graffiti du métro, on est sur la fin 80, commence à être sérieusement sévère. D'où cette dernière image de Martha Cooper, une petite merveille. En France, pour finir sur cette partie du développement de cette culture, autour du Louvre, sur les palissades, un vrai terrain de jeu, le terrain de jeu de la Chapelle dans lesquels, par exemple, NTM, Joey Starr et Cool Chain sont d'abord des graffeurs. Hein. Et c'est pour ça que si vous avez l'occasion, si vous ne connaissez pas le hip-hop de NTM, il y a une chanson qui est très chouette qui s'appelle Paris sous les bombes, qui est déjà un clin d'œil merveilleux déjà d'astuce sur cette adrénaline qu'il ressentait en allant dans ce terrain vague de la Chapelle, dans lequel des jeunes gens qui ont été aux États-Unis ou des Américains qui viennent d'arriver peignent. Cette photo-là est une merveille. Voilà, on a vraiment le terrain vague de Stalingrad, avec d'un côté des possibilités de s'entraîner à peindre, des DJ qui apportent de la musique, des rappeurs, des danseurs, alors que la ville de l'autre côté fait sa vie. Celui qui fait une synthèse que n'aiment pas toujours, j'ai cru comprendre, les graffeurs initiaux, c'est John Wan, qui est exposé, vendu très cher. Et il y a toujours cette idée de culture outsider, donc quand on vend, c'est déjà qu'on est un peu vendu, et que quand on fabrique un procédé et qu'on le diffuse partout, ça devient difficile de voir dans quelle mesure il y a de la création. Moi, j'y suis attaché parce que dans ce jeu d'écriture, on a beaucoup de choses en fait qui sont assez riches. La coulure de la peinture, qui est à la fois quelque chose qui est une ancienne histoire de l'art, que Pollock avait résolu, ça coule pas quand c'est à plat. Cette idée qu'il y avait... en partie, je mettrais ça chez Dubuffet aussi, quand il fait ses ourloupes, c'est-à-dire remplir les vides, vous écrivez des choses, vous avez qu'à vous entraîner chez vous, c'est très marrant. Si vous voulez pas faire de collage, faites ça, vous écrivez votre nom en grand, sans lever le crayon, et dans les vides, vous remplissez avec des petits, des carrés, des traits, des ronds, des étoiles. Et petit à petit, vous essayez de voir, de faire disparaître la lisibilité, en essayant qu'elle se maintienne quand même. On est dans quelque chose qui rend... la pratique de l'écriture picturale, en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement... bon, les chaussures de John Wan et le sol sont assez mises à l'épreuve, mais sur un support, l'écriture recouvre l'écriture qui recouvre l'écriture, et on se retrouve avec un jeu entre le vide et le plein, dans l'écriture, mais au sein de la toile elle-même, c'est John Wan ici, mais un jeu avec le vide et le plein à l'intérieur de l'écriture, puisqu'il va remplir de couleurs. La plupart du temps, c'est son nom qui est écrit. Donc, il faut quand même retrouver John Wan, jusqu'à une espèce de disparition de l'écriture par l'écriture. On pourrait, si on regardait sa vie, dire c'est une sorte de Pollock, et en fait, pas du tout. L'élément est centré. Je vous assure que ce n'est pas une provocation. Je pense plutôt au Nymphéa de Monet, moi, sur la fin, c'est-à-dire une espèce de saturation de la couleur par elle-même, à tel point que les bords ne sont pas recouverts, et que c'est suffisamment bien composé que pour qu'en le tournant, ce soit pas seulement l'effet de couleur qui nous impressionne, on a un jeu de dégradé de couleurs de haut en bas, enfin de bas en haut maintenant, mais aussi dans la profondeur. Vous voyez, on arrive assez bien à rentrer, à voir le violet, le vert, le orangé. On a une image qui circule bien, qui vit bien, parce qu'il y a plusieurs choses à regarder à l'intérieur et pas seulement une fascination pour des barbouillages. C'est pas juste d'écrire, c'est une vraie pratique de la surface, et donc des vides, des pleins, des rapports d'ombre et de lumière, de contraste, de couleurs, qui se retrouvent au sein du travail de John Wan, qui me font dire que dans cette continuité de la culture du tag, il y a quelque chose qui s'est créé de bien élaboré. Le voilà, le voici en train de dire qu'il traîne avec Jean-Michel Basquiat avant de venir en France. Et le voici encore plus récupéré par le système, en train de travailler pour Agnès B. Voilà. Alors, ça, culture underground, culture outsider. Si on est dans le système, ça ne marche plus. Il me semble que la conjonction d'intérêts, elle est, quand on est outsider, on peut être fauché, et donc diffuser son travail à plus grande échelle, toucher de l'argent, ça peut arriver sans se trahir.
je suis pas là pour là, le mesurer, je peux taquiner, mais l'évaluer, c'est compliqué. Et puis, surtout, si on essaye de pas penser au fric seulement, arrêtez d'y penser tout le temps quand même. C'est une façon de diffuser son travail bien plus importante. On a dit, je n'ai pas dit une chose qui est encore moins connue. Voilà, elle s'appelle Ticarette et elle va créer des bijoux qui sont des bagues en fait que les rappeurs ou les danseurs ou les membres de la culture hip-hop vont mettre sur leur ceinture ou sur leur ceinture va être fabriquée avec ce tag. On dit un blaze pour ceux qui parlent le vieux François. On n'est pas loin de voilà ce jeu de bijoux. Est rendu possible par le fait que les vides et les pleins soient identiquement intéressants. Il faut que ça tienne quand même, il ne faut pas que ça soit dans le vide. Et je trouve que le travail de Ticarette est assez intéressant. Là aussi, si mes images sont pauvres, c'est qu'il n'y a pas des tonnes d'images et d'informations pour les trouver, avec ce jeu de décalage qui ferait penser, là aussi, je ne vais pas m'excuser de faire des comparaisons sur un Arc et Outsider, mais je verrais bien des choses de Klimt, je verrais bien des choses autour de l'ornement, pas parce qu'il y a des bijoux seulement, mais parce que le travail du vide et du plein fait que on ne sait pas trop si c'est commis, tuo, voilà, on ne sait pas de quelle façon circuler à l'intérieur. Et puis la fin de mon chapitre ici, qui là va glacer un peu comme Cornbread quand il tag des éléphants, ça rigole plus du tout. Eh bien en 91, cette culture hip-hop qui s'était développée depuis 82-84 avec Beat Street, les deux films, et puis en 84 en France, l'émission HIP HOP, le recouvrement de la station Louvre avec des graffitis. Donc à la fois vandalisme, mais moi, ce qui m'intéresse en tant que prof d'histoire, vandalisme dans le temple de la culture sérieuse, le Louvre. Alors, on n'est que sur les copies du Louvre, on le voit ici, on le devine. On voit que les sculptures, les copies de sculptures qui sont dans des niches n'ont pas été préservées du tout, même si la façon dont ça a été dégradé est assez pensée, on dirait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas foutu sur les vitres. Ils ont voulu, on dirait, dire on est aussi fort qu'eux, ce qui est tout à fait le sommet d'une personne qui ne doute pas d'elle-même, mais aussi une façon, pour moi, de relever que la contre-culture, elle cherche à défier aussi la culture. J'ai laissé en bas à droite le livre d'où ça vient et les émissions vidéo qui viennent de Descente Interdite, le livre de Bouckercha. J'en finis avec un des principaux taggers, alors, qui est le plus connu, il s'appelle O'Clock, tout simplement parce que vous allez voir qu'à partir de quelque chose comme juste son écriture, il est capable d'une variété de styles qui est invraisemblable. On a du mal à lire O'Clock ici, on arrive assez bien à le lire avec quelque chose qui est très très graphique, mais on a un O'Clock qui peut travailler des lettres bubble très bien, de l'écriture en bubble encore plus forte, sur du RER, vite fait de façon interdite sur un mur. C'est l'artiste qui est reconnu depuis les années 90 comme le plus prolixe en fait, en variété d'endroits où il tag et en variété de styles. On a pu en faire une sorte d'inventaire. Ici, le magazine Premium dans lequel écrit Nicolas Xoleg de façon très très passionnante. Le petit clin d'œil street art, c'est que Blake le Rat, un des artistes qu'on met dans la rubrique street art, va faire un choc culturel, pas qu'un peu. Maintenant, vous savez qui est Taki 183, c'est le premier qui a écrit son nom officiellement, alors qu'il y en avait un peu avant, mais dans le métro new-yorkais, face au couronnement de David, puisque vous savez que Napoléon va s'auto-couronner, c'est quand même... Je ne permets pas que d'autres me les servent, puisque je me les sers moi-même avec tant de verve, on n'a pas de raison de s'embêter. Là, on est dans une image qui est quand même symboliquement très complexe, très élaborée, pas très compliquée, maintenant vous avez les deux codes, mais on a quand même des gens, et c'est là où le street art n'est pas le graffiti, il me semble, n'est pas le tag, on a un jeu de codage d'images et de clin d'œil d'images. Je mets Blake le Rat là-dedans et je mets en conclusion cette image de Dran qui date de 2018, où on a là un jeu aussi... Voilà, Monsieur Propre pisse de telle façon que ça décape le mur, mais il est le monde du street art, le monde de la publicité, le monde des clins d'œil de connivence iconique, on va dire, sur l'histoire du tag, d'où vient Dran lui-même. Donc c'est une sorte de testament que cette toile, qui est une petite merveille, qui doit être
peut-être dans la collection de Nicolas Logero-Lasserre, ou en tout cas que j'ai vu exposer à Art 42, qui est l'endroit où on voit du street art facilement, gratuitement, dans l'école 42. Là, on a quelque chose qui résume bien les enjeux de notre histoire. J'en profite parce qu'après je vais être en retard pour montrer qu'à Évry, à l'endroit où je fais des visites de street art, nous avons au plan de Rissorangis Chaka qui fabrique un personnage, un clin d'œil à Manu Chao, qui lui-même est un reste d'anciennes écritures de tag. Hein. Chaka, vous pouvez en voir encore sous des ponts sur l'autoroute. C'est d'abord de l'écriture qui est devenue une espèce de jeu de motifs d'imbrication qu'on voit également sur le gymnase à côté de la médiathèque de Lys. Vous avez peut-être vu, et sinon il faudra venir le voir, le travail de Lek et Sowat sur un des murs du centre-ville, dans lequel on voit Sowat ici, pris en photo par la talentueuse Stéphanie B. C'est de l'écriture, ça, il est en train d'écrire S-O-W-A-T, en train d'écrire son nom, avec un jeu de calligraphie qui déplairait pas à Michaud quand il est sous mescaline. Et donc, on a une façon d'inviter des artistes qui viennent du monde du graffiti à peindre, alors c'est là la bascule de street art, je l'explique quand on se balade, à peindre des choses qui sont pas loin du signe et du signal. Même chose, il en reste peu, à part sur ma bagnole, de la part de ce graphiste designer de Saint-Étienne qui s'appelle RL, qui, en collant des autocollants, va s'amuser à faire une espèce d'écriture qui se dissémine, qui se répartit un peu partout, qui envahit la ville comme une plante verte qu'on voit à plein d'endroits sous forme de patterns, de modules qui sont systématiquement déployés comme une espèce d'invasion, en fait, qu'on retrouve un petit peu partout. Il y en a de moins en moins parce qu'ils se sont un peu décollés. Et donc, viendez, inscrivez-vous sur Préfiguration, vous verrez ça en vrai. C'est tout à fait rigolo. Le monsieur qui est à la frontière de ça, c'est lui, Kessaring. Parce qu'avec ce que je vous ai raconté, on va à la fois découvrir, pour finir, un peintre tout à fait passionnant, et en même temps que le qualifier de graffeur me semblerait... il est proche de la culture hip-hop. Il va dessiner dans le métro, je l'ai montré hier, plutôt à la craie en noir, suivi par un photographe. Donc, on a beaucoup de documentation entre ces années 80 et 83 quand il débute. Il discute avec les gens. Il va très tôt inventer ses petits personnages, à la fois des éléments qu'on trouve tout le temps, une soucoupe volante, le symbole atomique, le petit bonhomme qui irradie, un jeu alors de signal, on est sur une bâche là, un jeu de code. Alors il est dans le métro, on pourrait appeler ça graffiti. Il y a, je le disais hier, quelque chose qui a à voir avec l'écriture. Quand on regarde bien, on est à la fois, c'est des petits personnages bonhommes, ça peut être, c'est ni de l'écriture tout à fait. Alors je vous le signale si ça vous est jamais arrivé, c'est pas difficile de faire un tag à force de s'entraîner. C'est difficile de faire de l'écriture qui soit illisible. C'est-à-dire qu'on finit toujours par faire des lettres tellement notre cerveau et notre main a été éduqués à le fabriquer. Donc fabriquer de l'anti-écriture, c'est assez compliqué. Il faut jouer avec les vides, les pleins, les intervalles entre les lettres. Et là, on a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on dirait un peu des ensembles de bonhommes qui chutent. Et la finesse du travail de 89 ici, oui, on est sur acrylique et peinture émaillée. Ben, le petit vide bleu fait qu'on est vraiment, pour moi, dans la peinture. Et même si on disait que l'univers de l'écriture du tag a nourri le travail de Kessaring, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qui viennent... Elle est passée où, mon image? Voilà. Wikipédia m'appuie. Répétition infinie de formes synthétiques soulignées de noir avec des couleurs vives. Quelquefois, c'est que noir, quelquefois, il y a beaucoup de couleurs. Différents supports. Un récit permanent. Voilà ce qui m'intéresse de commencer à dire sur Kessaring. Il va raconter des choses avec des bonhommes, mais en même temps, ne jamais s'arrêter de raconter des choses
et se permettent de ne pas être compris. C'est-à-dire, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, ni les symboles individuellement, ni l'ensemble de ces symboles les uns avec les autres. Quelquefois, ça va être très pédagogique, notamment quand il faut s'engager avec ACT UP pour des campagnes pour prévenir du sida, dont il va mourir après. Et on a un très beau Kessaring, un des seuls en France, c'est sur le, je ne sais plus le nom de l'hôpital pour enfants, un mur entier géant qui est très beau. Alors, on a des symboles, c'est pour ça que je repense à cette peinture comme un signal, des bébés à quatre pattes, des dauphins, des postes de télé, des chiens qui jappent, des serpents, des anges, des danseurs, des silhouettes androgynes, des soucoupes volantes, des pyramides. On est d'accord qu'on a perdu le rapport qu'il pouvait y avoir entre les dauphins, les soucoupes volantes et les bébés à quatre pattes, des réveils en marche, mais aussi la sexualité, la pulsion de mort, inspirée des dessins du désert de Nazca que voici. Vous savez, qui sont vus du ciel, qui sont des sortes de graphismes sans laver le crayon, c'est le cas de le dire, parce que c'était une échelle invraisemblablement importante. Donc, il y a quelque chose de l'influence du monde de la rue. Sur un mur, c'est une des premières pièces vraiment connues à New York de Kessaring, qui vient à la fois de la rue, les personnages, le mouvement. La pliure, c'est mon livre. C'est pas le mur qui est comme ça, mais aussi quelque chose qui est intéressant, ce sont ces trois yeux. C'est-à-dire, on a un code couleur surligné comme une case de BD, quelque chose qui est un peu inclassable. Pas seulement parce il aurait plus de talent que les taggers que j'ai montrés jusque-là, ou la façon de faire de Futura 2000 qui va vers l'abstraction, c'est qu'il va au cœur de la communication avec des petits bonhommes, et à la fois il noie le poisson, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, on sent qu'ils ont quelque chose à nous dire, et en même temps on n'est pas très sûr de comprendre ce qui est en train de se passer. Dans les récits de se claquer dans la main ou de se défier, on dirait qu'il y en a qui courent les uns vers les autres. Pourquoi il y a une radiation atomique sur le côté? Est-ce qu'il faut s'enfuir de cette alarme nucléaire? Pourquoi est-ce qu'ils ont la tête à l'envers? Et pourquoi il y a un mec qui est en train de rigoler, mais en même temps, s'il a trois yeux, il a dû sans doute être déjà exposé à quelques rayons nucléaires. Kessaring précise en 89, Halloween 81, je voulais peindre ce grand visage sur le mur, seulement ce grand visage de cartoon avec deux yeux. Après avoir peint un œil et être descendu de l'échelle, j'ai remarqué qu'il était trop éloigné du milieu. Toujours le hasard. Quand les artistes commencent à dire c'est le hasard, il y a quelque chose de louche, les enfants. Il ne s'agit pas... Bon, je peux être soupçonné, comme tous les profs d'histoire de l'art, de dire « Oui, vous voyez du sens là où il n'y en a pas », ce que me disent quelquefois les artistes quand je les ai devant moi. « Ouais, tu trouves un truc, je n'ai pas voulu le faire. » C'est le principe de l'œuvre, mon garçon. L'œuvre, elle t'échappe, tu l'as faite, tu la diffuses, on y trouve ce qu'on veut. Moi, il ne s'agit pas d'occuper mes soirées à avoir du sens absolument, même si les sémiologues, dès qu'il y a du sens, ils sont super excités, il faut trouver quelque chose. Et déjà, ce n'est pas facile de produire quelque chose qui a du sens. Et c'est bien l'enjeu du travail de Kessaring. On dirait qu'il y a du sens, mais on n'est pas sûr de le remarquer. Et ce qui me fait sourire en prenant ce commentaire, c'est que il arrive que les artistes parlent de hasard, ce qui est vrai dans leur création, quelquefois de choses qu'on y voit et qu'ils n'y ont pas mis. Ils n'ont pas forcément vu que ça venait de eux. Par contre, je me méfie aussi de l'artiste qui ne sait rien et qui, puisqu'il s'agit quand même de s'adresser à des gens, là aussi, c'est l'apprentissage quand on est dans une classe prépa. On a des étudiants qui nous disent « Oui, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi. » Garde-le dans ton carton. Alors, on s'en fout. Si tu le montres, si tu l'exposes, c'est bien que tu vas dire quelque chose ou que tu souhaites dire quelque chose, que ce soit tarte, raté, intéressant, passionnant, que ça n'intéresse que toi. Il s'agit quand même d'un jeu de communication qui est tout art quand même. C'est par d'autres moyens que le langage parlé, mais d'un langage et donc d'un code qui a du sens. Voilà, après avoir peint un œil, il est trop éloigné, qu'est-ce que je fais? Je dois faire quelque chose, je mets un troisième œil. Le fait qu'il y ait maintenant un troisième œil prenait un sens profond. Voilà, donc le hasard a donné quelque chose. Plus tard, quand j'ai recommencé, les gens pensaient tout simplement que c'était intentionnel. En le répétant et l'utilisant de diverses manières, c'est devenu autre chose. Cela arrivait souvent aussi dans le subway. Voilà, les personnages qu'il trouve, il va les trouver à force de pratiquer. Ces silhouettes de couleurs avec un trait de cerne qui n'est pas qu'un trait d'extérieur. Vous voyez que le trait passe à l'intérieur et puis entoure la tête pour suggérer un coup ou un sens à la tête. On a des aplats de couleurs très forts, mais quelquefois qui sont remplis de petits ornements.
et puis des éléments gestuels de mouvement qui se retrouvent un peu partout, qui viennent du code de la bande dessinée, du code de la science, comme nous l'avait appris Duchamp il y a longtemps, des flèches partout, mais aussi des codes de la communication pour accentuer la radiation, la surprise, le mouvement, la joie. Le voici en panneau d'affichage couleur sur Times Square en 82. Et voici un élément tout à fait passionnant parce que ce jeu de signal et de saturation, des difficultés à deviner, vient de deux choses passionnantes. Un, attention, vous pouvez vous entraîner si vous ne suivez plus, il y a un chiffre quelque part. Il y a un monsieur qui masque les yeux d'un autre, il y a un bonhomme qui tombe. Pourquoi vous avez du mal à le lire? Pour deux raisons. Il y a des lignes partout, avec des coulures qui nous empêchent de voir facilement une ligne qui se détache sur l'autre. Et puis surtout, très grosse trouvaille étonnante, voilà le monsieur masqué avec les mains devant les yeux. Eh bien, sur les traits, il y a des petits traits qui gênent énormément la lecture de la ligne. Et donc, il y a chez Kesharing quelque chose d'autre que juste ce jeu formel. Il y a un jeu avec ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir, ce que les autres arrivent à décrypter ou pas. Kesharing va être insatiable dans la façon de peindre un peu partout. Et on voit un gamin dans le fond qui a un t-shirt avec ce bébé à quatre pattes. Le mécanicien, puisqu'ici on est sur une course au Mans, qui a lui le petit personnage à trois yeux. Des jeux avec l'univers, là, les saints dalmatiens et l'atroce Cruella, qui sont assez proches, si on cherchait un équivalent en France, de ce que va faire Robert Combas. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour l'utiliser. Dans la galerie à Cologne, alors qu'on ne lui avait pas demandé, un petit bonhomme au-dessus de la prise de courant, c'est-à-dire investir des lieux tout le temps, tous les objets, tous les systèmes de communication, jusqu'à à Paris en 86 de passage sur des graffitis qui ne sont pas à lui, rajouter un petit graffiti, intégrer, s'insérer dans l'univers des autres, jusqu'à ouvrir un magasin avec des objets à vendre. On a vu passer un calendrier, des poupées, des blousons, des t-shirts, des tas d'éléments qui font que Kesharing est persuadé qu'il y a une façon de diffuser l'art autrement. Là, on peut le voir. C'est pour ça que Warhol, qui s'intéresse à l'argent, va repointer son nez et recoiffer notre Rauschenberg, qui devait être l'artiste du XXe siècle. Voilà. On est en 86, Warhol est encore là, alors qu'il va décéder sous peu, on le verra demain, d'une opération qui n'était pas prévue du tout. Kesharing va se retrouver avec lui, à la fois en train de peindre les fesses de Grace Jones pour un spectacle ponctuel, mais dans une espèce de plaisir continuel à jouer avec l'image, même quand il s'engage pour Act Up, voilà, l'ignorance et la peur, jusqu'à pas du tout faire des images pour les enfants, il faut pratiquer le sexe protégé, et on a une efficacité visuelle qui est tout à fait étonnante. Et surtout, ce qui m'intéresse dans cette image-là, on est en 88, c'est que on a, vous voyez, ça fait 3 mètres sur 3. On est sur un univers visuel simplifié, presque enfantin, avec un discours très sérieux, à la fois parce qu'il parle de sexe, mais aussi parce qu'il parle de protection par rapport à la mort. Kesharing, c'est à la fois un goût continuel pour la pratique. Dans tous mes travaux, il y a une partie de contenu qui est plus évidente, qui communique une idée générale ou spécifique que les gens comprennent. Mais dans de nombreux cas, le contenu de l'œuvre est assez ambigu pour être interprété par n'importe qui. C'était l'une des choses essentielles qui faisait la puissance des dessins du métro. Il ne disait pas exactement ce qu'il signifiait. Ah, ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je parlais de déterritorialisation. On va amener la peinture à l'endroit où elle ne devrait pas se trouver, sur des métros ou dans des espaces sur le sol. Voilà le shop en question, des t-shirts, des objets. Alors, elle ne durera pas si longtemps parce que ça ne va pas être assez rentable. Le lieu lui-même est décoré par l'artiste. L'idée d'un business model pour vivre, mais aussi pour toucher tout le public, puisqu'on est dans une culture de rue qui circule. Essayons de prendre les astuces de la culture de rue pour la diffuser un peu partout. Mais quand on prend les images de Kesharing, on a continuellement des trouvailles géniales d'efficacité, avec cette capacité d'empathie sur le spectateur et en même temps de ne pas être tout à fait sûr de ce que ça signifie. Voilà un jeu avec l'ornement où on est en un sens pas loin
j'ai montré les dessins du désert de Nazca, mais on n'est pas loin de la peinture aborigène, de la saturation de la surface, qui fait qu'on est dans une sorte d'écriture par signe, par petit code, qui peut à la fois parler aux enfants, qui peut parler aux très grands, qui peut aller sur le domaine de la communication et sur tous les objets publicitaires qu'on veut, et à la fois véhiculer une image publicitaire simple et en même temps un discours ambigu qui permet continuellement d'interroger celui qui regarde et qui fait qu'on est dans une pratique absolument contemporaine. Le voici bisouté par Basquiat. On verra demain qu'est-ce qu'ils ont à voir les uns avec les autres. Un discours assez précis quand on s'y retrouve. Et une petite conclusion. Je n'ai pas eu le temps de parler. Ah si, je peux quand même faire ça très très vite. Un Français tout jeune en 86, un petit ado qui s'appelle Lokis, qui se retrouve sur ce terrain de la chapelle, qui est dans la partie qu'on va appeler d'écriture illisible, une autre des branches du tag, mais que je trouve très passionnante parce qu'elle est dans le voisinage du Chaka dont j'ai parlé. Mais elle est aussi pas très loin d'un univers visuel comme celui du merveilleux Raymond Moretti qui a illustré les couvertures du magazine littéraire pendant des années, qui était un grand peintre des années 70, dans l'univers visuel de Georges Mathieu et dans un univers de couleurs qui pourrait faire penser à... Il est toujours vivant, hein, il est absolument ininterviewable et pas commode, il est puriste de puriste. Je m'intéresse à l'univers de Case 2, de Phase 2 de Ramelzi, dont on a parlé. Mais je suis aussi... J'ai commencé à dessiner en déstructurant les visages, je le dis tout le temps, ce n'est pas parce que j'ai découvert un truc génial, mais parce que je ne sais pas dessiner. Je me suis dit, on va faire des lettres avec des visages. Voilà le travail d'aujourd'hui, qui pourrait faire penser à celui de Velikovic ou de Adami, dont j'ai parlé un petit peu. Ça ressemble à ça aujourd'hui, tout à fait en volume, tout à fait élaboré, avec à la fois un univers qui vient de la science-fiction, et vous voyez, on a des morceaux de métal soudés, superposés, qui viennent dessus-dessous. Les artistes qui viennent du tag et du graffiti cherchent des formes nouvelles. On est dans du volume qui vient de l'écriture, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté lourdement, pour pas dire que c'est une imagerie, même si elle est présente, ce n'est pas que ça du tout. Même chose avec Anthony Clark. On est dans un jeu d'écriture où on a A1. Débrouille-toi pour retrouver le A et One dedans. Même chose ici. On est dans un jeu de lisibilité et d'illisibilité au travers de la signature. À la fois un jeu de mégalomanie et à la fois un jeu de disparition de l'image qui me fait appeler ça signe. Une petite conclusion avec un retour vers la deuxième émission Arte. Je me montre Henri Chalfant une dernière fois. After about 2 or 3 years of taking pictures on the trains, I finally met some writers. They actually had seen me taking pictures, for several years, but nobody wanted to approach me because, I looked like I could be a cop. That impressed them that I had their work, and of course I was very impressed that I actually met the artists. That was the beginning of a really good collaboration, and they were not at all shy about, being in my pictures, which was kind of interesting for a clandestine underground movement
on the one hand, and on the other hand, you want to show off. So here they are, showing off, and this is like many other pictures. Et après un mot de vocabulaire new-yorkais, show off, frimer. If you, at that time, you show up with a camera, everybody is like, ta-da, you know, and got my can. Il y a vraiment des gamins. So that really helped me, you know, because before it was just random, and then I actually had knowledge that there was a piece running and I could go out and try to get it. But what I meant to say was that it's really hard. It was like hunting, because you would see the piece maybe, as I would ride uptown, maybe I would see a really nice piece going downtown, and then I would get to my spot, but I would know that I'd have to wait till that went to Brooklyn, all the way to the end, all the way to New Lots, and turn around and come back. And then it would be on my side. I wouldn't be able to take a picture of it. It would go all the way up then to the Bronx. And by this time, 3 hours have passed. And then, is it going to come down again? You never know, because rush hour is over and they take trains out of service. And so maybe it doesn't come down. So it was always, you know, that kind of a crapshoot, whether you would get it or not. So, and I spent a lot of time. One summer I read War and Peace while I was up on the platforms waiting. After I met writers, Je vous laisse la fin. they invited me to come watch them do the job. So this is the first time I went. And it's Mayer and Min. So we went to New Lots, which was the end of the 2 and 5 line, out in East New York, crawled through a hole in the fence and started to paint. The workers came, and they had pipes, and they threatened to, you know, beat us with the pipes. And so we grabbed everything and ran back out the hole in the fence. Then the night was still young, so we went to the Sutphin Boulevard, which was a layup, which was under the ground, and the guys did a couple of cars, and they persuaded me to try my hand at it, so I did this. Mayer did the outline, and I did the fill-in of a Henry piece. You know, the expression on my face is one of, you know, of terror, because I had just finished crawling under the 6 trains, and I knew I was going to have to crawl back out, and I wanted to get this over with as soon as possible. I think graffiti writers thought that they'd be able to write graffiti forever. And I think I probably, if I thought about it at all, thought that this would go on for a long time and it would change and evolve and everything. I didn't think it would just stop in New York as it did. Nor did I think it would then go off all around the world and never stop. So. Vous avez raison, monsieur Jérôme. Tout art est un langage et donc une écriture. La suite demain. Ciao.